Où en sont les projets de barrage dont vous parlez au début de ce documentaire, hein? Où en est toute cette polémique? Alors, dans cette partie de la Bolivie, donc, qui est la région plutôt amazonienne, quoi, el Oriente, on appelle ça là-bas, alors ces projets de méga barrages n'ont pas vu le jour, car comme... Vous avez raison, il faut profiter des bonnes nouvelles. Ah, c'est que comme on l'a montré un petit peu dans le documentaire, en fait, c'était pas rentable. Donc ça n'a pas vu le jour, et tant mieux parce que ça aurait détruit beaucoup de choses, comme il l'explique très bien dans ce documentaire. Par contre, malheureusement, il y a une autre problématique qu'on abordait dans dans cette partie du documentaire, qui était tout ce qui est l'orpaillage. Voilà, donc ça a explosé. Il faut savoir que la Bolivie est devenue le premier pays importateur de mercure au monde. Voilà, et que même ils revendent le mercure aux autres pays. Voilà. Donc, parce que je pense que aussi en Colombie, peut-être que la législation est devenue un petit peu plus compliquée, donc il y a beaucoup d'orpailleurs colombiens, vénézuéliens qui viennent, et donc il n'y a pas vraiment de professionnels, on va dire, c'est un peu tout un chacun qui est de la région ou pas, qui vient chercher de l'or dans les rivières, et qui donc utilise le mercure. Il n'y a pas de pipette, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est assez catastrophique, puisqu'on se rend compte, en faisant des études sur les cheveux de populations très très éloignées de toute ville ou de tout village, qu'ils ont énormément de mercure dans les cheveux. Donc, voilà. Et dans la foulée de cette question, je voulais demander à Federico, et peut-être que Julia aura quelque chose à dire aussi, s'il sentait une évolution dans la prise en compte des questions environnementales en Bolivie, et dans le fait d'inclure un petit peu plus la population dans les projets. Federico, estos últimos años sentiste un cambio en la consideración de las cuestiones ambientales y en como el gobierno incluye a la población en los proyectos mayores? Lamentablemente no, el problema es cada vez mayor. Desde el hecho de que mi ciudad crece y crece sin una organización o planificación de ese crecimiento, ¿no? Es un crecimiento muchas veces sin rumbo, porque a medida que crece mi ciudad, si planificáramos, por ejemplo, podríamos intentar que las nuevas zonas o barrios cuenten por lo menos con sistemas, ¿no? Que permitan evacuar las aguas industriales, construir plantas de tratamiento que colaboren, ¿no? Disminuyan el grado de contaminación de los ríos. Lamentablemente no existe. Si bien hemos hecho intentos de trabajar con el gobierno, es una manera de pensar de las autoridades y es otra la sociedad, los que estamos luchando. Lamentablemente los científicos andan por un lado, la sociedad anda por otro lado y el gobierno anda por otro lado. Cada quien tiene su trabajo, pero deberíamos de colaborarnos los tres. Los científicos tienen el conocimiento sobre cómo podríamos mitigar el problema. La sociedad organizada podría participar de manera más eficiente en eso y el gobierno podría colaborar con fondos, con su capacidad también, pero no, estamos todos por todo lado, ¿no? Haciendo lo que se puede hacer, pero muchas veces el impacto sí, es poco. Alors en termes d'évolution, il dit malheureusement non, alors c'est plutôt une évolution négative en fait, parce qu'il parle de sa Ciudad del Alto qui continue à grandir, grossir sans planification, sans organisation, avec des nouveaux quartiers qui s'installent et qui ne sont pas programmés, et donc ils déversent aussi leurs eaux usées de façon un peu anarchique. Et donc, et malheureusement, il n'y a pas vraiment de dialogue entre le gouvernement,
dans un deuxième temps, il parlait même de 3 entités, on va dire le peuple d'un côté, les scientifiques de l'autre et le gouvernement également. Et ces gens-là travaillent chacun de leur côté et ne se parlent pas. Les scientifiques ont beaucoup à apporter sur les sujets, et le gouvernement pourrait financer des projets structurants, etc. Mais ça ne fonctionne pas bien ensemble et le peuple n'est pas assez pris en compte. Pas de questions, n'hésitez pas. Pascal Boujard, la différence, on a nos lacs qui sont déjà faits depuis longtemps, qui ne sont plus des projets, qui sont effectifs. Est-ce que les lacs qu'on a dans l'eau, les lacs d'Orient, sont comparables au projet qu'on avait là sous les yeux, qui heureusement n'a pas vu le jour? Alors, ils ne sont pas comparables dans la structure, parce que dans ce que j'ai pu comprendre dans le documentaire, on était sur des ouvrages en barrage béton, alors que les lacs au bois sont construits sur des digues en terre. Donc structurellement, c'est déjà quelque chose de très différent. La deuxième différence, c'est que la finalité et la fonction de ces ouvrages est très différente, parce que là, on est sur un projet de production électrique, qu'on peut retrouver notamment dans certains pays d'Afrique, alors que les lacs réservoirs du département de l'Aube ont été construits à l'origine, pour ceux qui ne le savent pas, pour le soutien d'étiage. Et ils présentent l'une des fonctions pratiquement uniques en Europe, c'est cette double fonctionnalité qui est le soutien d'étiage et l'écrêtement des crues, ce qui en fait toute la difficulté de gestion et la particularité. Donc on n'a pas la même origine du besoin à satisfaire et on n'a pas la même technique utilisée pour sa construction. Et ensuite, en termes d'environnement, parce qu'à un moment, quand je revisionnais le documentaire, on parlait notamment, alors il y a plein de conséquences environnementales possibles sur ce projet de barrage, qui heureusement n'ont pas lieu, mais sur les lacs d'Orient, est-ce qu'il y a eu aussi, quand ils ont été construits, est-ce qu'on a eu des conséquences environnementales négatives? Par exemple, je pense au reportage où à un moment on parle du blocage des sédiments, des choses très, très concrètes. Alors c'est là où effectivement on peut se lancer dans un élément comparatif. Alors c'est effectivement des espaces qui ont été mobilisés, qui étaient essentiellement couverts de forêt. Et donc on peut considérer que la construction des lacs réservoirs a retiré de la forêt, et la forêt continentale, notamment de chênes, avec tout ce que ça peut représenter comme valeur patrimoniale. Et pourtant, quelques dizaines d'années après la construction de ces ouvrages, on est sur l'un des sites de biodiversité remarquables de toute la France. C'est-à-dire qu'on est reconnu au niveau international par la Convention Ramsar, à savoir que c'est l'un des plus grands spots de biodiversité de France. Ça peut vous surprendre, je le dis avec toute la neutralité que je dois vis-à-vis à la fois de mon employeur et de l'auditoire, mais on est reconnu par la Convention Ramsar, qui est une convention internationale qui vise à identifier des grandes zones de migration. Et pourquoi on est sur des grandes zones de migration et de zones humides? C'est bien évidemment que les conditions sont réunies pour avoir une biodiversité incroyable. Et au-delà de cette biodiversité remarquable, c'est aussi des outils de protection. On a pratiquement le panel de tout ce qui est arrêté de biotope, le SNIEF de type 1, de type 2, de réserve naturelle, nationale. Ça y est, on commence à employer des gros mots. SNIEF, Ramsar, je ne suis pas intervenu sur Ramsar. Et donc je le dis avec toute l'humilité, comme je viens de le préciser, c'est que c'est un paradoxe. C'est un vrai paradoxe. On a à côté de nous des espaces de conservation de biodiversité et de présence de biodiversité exceptionnelle. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais je pense qu'ils ne le savaient pas à l'origine quand ils ont construit des ouvrages. Et à l'origine, historiquement, il y a eu de la contestation également, localement, dans le projet, quand les lacs n'étaient qu'à l'état de projet. Oui, alors peut-être que certains d'entre vous ont peut-être dans la famille, dans l'entourage, la mémoire de ces grandes luttes locales, et bien évidemment, quand on se replonge dans les archives de la construction du lac de la Forêt d'Orient, il y a forcément de l'opposition. On est dans les fin des années 50, début des années 60, et là, on a une puissance publique qui est extrême. C'est là où on fait un petit peu l'analogie avec le documentaire. On a une puissance publique de l'État français qui est quand même assez costaud, et donc quand même très difficile de résister. Alors non seulement la résistance est presque vaine, parce qu'à l'époque, on est dans le modernisme absolu des années 60, les 30 glorieuses, donc c'est très difficile de
s'opposer à ça. Et donc, il y a des marges de négociation qui sont relativement faibles. Et, pendant ce temps-là, on commence à imaginer la construction du lac du Der. Et les Marnais vont tirer les leçons des luttes des Aubois pour essayer de faire monter un peu les enchères. Et là où on va avoir la résistance la plus forte, et notamment du fait aussi des 3 villages de noyers, sur le lac du Der, vous avez 3 villages, et donc vous avez forcément une opposition, et je peux le dire d'autant plus sincèrement que mes grands-parents habitent dans le coin, enfin mes grands-parents habitaient dans le coin, à côté du lac du Der, donc c'est aussi quelque chose qui me touche d'un point de vue familial. Et donc il y a une très très forte opposition avec là aussi. Mais les Marnais, tirant les enseignements de la forêt d'Orient, essaient d'avoir le maximum de compensation. Et puis on arrive sur la courbe, c'est-à-dire le temple et Damance, et là, c'est le début de ma carrière professionnelle, ce que vous n'avez pas cité tout à l'heure, mais c'est surtout des Aubois qui ont tiré les leçons de l'expérience des ouvrages précédents et qui vont tirer avec beaucoup d'habileté le maximum de compensation qu'ils vont pouvoir tirer dans le contexte de l'époque, parce qu'il est vrai que les compensations qu'on imagine dans les années 80, pas forcément les compensations qu'on imagine en 2024. En 2024, il y a une règle d'or qui est celui de l'ERC, encore un gros mot, éviter, réduire, compenser, et en montant les années 80, on en est bien loin de tout ça. Voilà. Donc c'est la réalité de l'époque, ce sont les compensations de l'époque, des compensations financières, des compensations nature. Voilà. Je suis déjà trop long. Non, c'est pas comme à chaque fois. Alors, il y a une question.